juste au bout de la passe qui relie l'étang de Berre à la Méditerranée, voici Martigues. Comme Venise, Martigues a ses ponts. Des ponts qui tournent ou qui se dressent au garde à vous. Car si la gondole passe aisément sous le pont des Soupirs, comment faire avec un pétrolier? Le pont se lève et vous connaissez la chanson, quand c'est aux bateaux de passer, c'est aux autos de s'arrêter. Elles s'arrêtent comme les piétons, par dizaines et centaines. Une colonne de véhicules, un vaste embouteillage et la longue méditation des uns et des autres sur les vertus de la patience. Et tout ce monde regarde le chaland qui passe ou le tanker. Et tout ce monde, une fois le pont redescendu à terre, repart d'un bon pied qui vers l'autre rive, qui vers sa voiture. Quand le bateau est passé, c'est à eux de traverser. Parfois non sans émotion. Pont qui lève, pont qui tourne, à longueur de journée, avouez qu'il y avait de quoi perdre patience. Maintenant, fini ce spectacle. À Martigues, depuis l'été 1972, les bateaux passent, mais les autos passent aussi. Le viaduc de Martigues est entré en service. C'est l'autoroute Marseille-Fos qui franchit la passe d'un seul élan sur ce magnifique viaduc exécuté par la Compagnie française d'entreprise, pilote de cette opération, en groupement avec la Compagnie française d'entreprise métallique, CFEM, et l'entreprise Boussiron. C'était urgent et indispensable. L'étang de Berre occupait une position majeure dans l'économie du Sud-Est avec son port pétrolier de l'Aveyra, son important complexe de raffinerie et ses chantiers de port de boue. La création toute proche de Fos en fait un pôle d'attraction européen qui a besoin de voies de communication modernes. 880 mètres de long. Des travées d'accès en béton précontraint de 580 mètres. Un ouvrage central en acier d'une longueur de 300 mètres surplombant le canal de 50 mètres. De part et d'autre de ces culées, le viaduc autoroutier se raccorde aux voies existantes que l'autoroute laisse subsister vers Port-de-Boue, Martigues et l'Aveyra. Tout un dispositif d'échangeurs et d'accès a été réalisé, si bien que, vu du ciel, le paysage environnant apparaît transformé. Tout a commencé au premier mois de 1969 avec le vacarme des bouteurs et des pelleteuses sur les deux rives de la passe. Remuer les 800 000 m3 de matériaux nécessaires au remblaiement des culées était la première phase d'une tâche traduite en deux chiffres. 40 mois, 40 millions de francs. Ces premiers travaux se déroulaient assez loin du chenal de navigation. Et pendant des mois, pour les pêcheurs de Martigues, ce fut comme si rien ne se produisait. Puis, peu à peu, les piles des deux viaducs d'accès commencèrent à s'élever dans le paysage. Pour certaines, il avait fallu fonder à travers les vases sur des pieux qui s'enfonçaient à plus de 18 mètres jusqu'aux marnes en place. Ce fut un travail de forage exécuté à la tarière pour des puits de 1,50 m de diamètre. Dans ces trous, et après chemisage, l'armature de ferraillage du pieu était mise en place. Puis, le béton était coulé.
Sur les pieux, des semelles. Sur les semelles, des piles. Les plus courtes piles devaient s'élever à plus de 32 mètres du sol, les plus longues à 42 mètres. Pas d'échafaudage. Pour dresser leur double fût d'une sveltesse hardie, on a eu recours à la technique du coffrage glissant. Il fallait travailler en continu et sur chacune des 13 piles en construction, alimentation et vibration du béton se succédaient sans interruption. Le coffrage glisse sur les parties déjà coulées et s'appuie sur ces vérins qui cheminent en s'agrippant à des tiges noyées dans le béton. Le problème était de maintenir une rigoureuse verticalité et la visée correcte par un plomb optique de la mire de référence placée au sol était de plus en plus délicate au fur et à mesure que le coffrage progressait en hauteur. À chaque coulée de béton, pile et coffrage s'élevaient d'une trentaine de centimètres. Elle commençait à tracer dans le ciel méditerranéen des verticales toujours plus hardies et plus effilées. Et il ne fallait redouter ni le mistral, ni le vertige pour manipuler là-haut les aciers et le béton ou pour procéder au lissage des parois. On a travaillé jour et nuit, de coulée en coulée, pour assurer la continuité du bétonnage, garante de la solidité et de l'homogénéité de l'ouvrage. Jour et nuit, des semaines durant, pour conquérir, pour grignoter ces trentaines de centimètres, ces 30 et 40 mètres que l'accéléré semble faire pousser en quelques secondes, télescopant le soleil et l'obscurité, les nuages et le vent, les mouvements des grues et l'activité des hommes. Piles debout, l'arme au pied. Maintenant, on allait poser sur elle le tablier du viaduc, une dalle nervurée de béton précontraint sans entretoise. Ici non plus, pas question d'échafaudage. On s'est servi du cintre autolanceur spécialement conçu pour le viaduc de Martigues. Il permettait de construire le tablier par tronçon de 45 mètres, l'espace entre deux piles. Ce cintre d'une masse de 650 tonnes et qui dessine en creux la forme future du tablier est une sorte de moule géant supporté par 4 poutres se déplaçant sur des rouleurs par la manœuvre automatique d'un vérin central de 100 tonnes de poussée. Ce vérin est fixé successivement en tête de chaque pile avant translation. Ces mâchoires pincent et tirent un câble tendu entre les deux extrémités du cintre et font ainsi progresser l'ensemble du coffrage dont l'avant-bec va se poser sur la pile numéro 2. C'est alors le moment d'équiper cette pile des éléments de roulement et des vérins. Ces appareils, récupérés au passage par l'arrière-bec, sont déplacés à l'intérieur du cintre vers l'avant par un monorail électrique le long du couloir formé par les deux caissons centraux. L'ensemble est déverrouillé. Il repose sur 2 piles par l'intermédiaire des rouleurs. On ouvre les chevêtres se trouvant en arrière des piles pour permettre l'avancement. Dans ce même but, on ouvre les fonds de moule. La marche n'étant plus entravée, tracté par son vérin, le cintre peut avancer. Une fois dépassées les piles qui lui servaient d'appui, on referme les chevêtres arrière. Le cintre, en porte-à-faux, atteint la pile suivante où il prend appui pour poursuivre sa progression. On ouvre les chevêtres avant pour permettre, comme précédemment, le passage des piles. Après l'ultime avancée, les chevêtres sont refermés. À l'arrière, le cintre est suspendu à un portique prenant appui sur le tablier déjà réalisé. Il est fixé à l'avant par préhension de la pile.
Le moule refermé, on règle l'ensemble dans sa position définitive grâce à une batterie de vérins. Ces diverses opérations doivent s'enchaîner. Le cintre va être lancé. Pour cela, ouverture préalable des chevêtres arrière. Les fonds et les panneaux de moule s'ouvrent. Libéré, le cintre se tracte vers l'avant. La pile dépassée, les chevêtres arrière se referment et sont verrouillés à nouveau. Le cintre glisse sur les appuis de la pile numéro 2. Les chevêtres avant sont ouverts à leur tour pour le franchissement, puis seront refermés. Le vérin est en action. Tout est verrouillé, tout est en place pour le bétonnage. D'abord, dans le coffrage inférieur, celui des poutres nervures, les éléments de ferraillage préalablement assemblés au sol furent mis en place. Autour, ensuite, des câbles longitudinaux qui étaient raboutés aux extrémités correspondantes des câbles de la travée précédemment réalisée. Puis, on ferraillait la dalle du tablier. Et l'on posait les câbles transversaux de précontrainte. Pour constituer le double tablier des viaducs d'accès, avec ses 15 mètres de large et ses poutres nervures d'une hauteur de 3 mètres, la centrale à béton a dû livrer 15 000 mètres cubes de béton, presque autant que les 20 000 mètres cubes de béton nécessités par les fondations et les piles elles-mêmes. Le bétonnage progressait de l'avant vers l'arrière de chaque travée. Serré au vibreur électrique, surfacé à la règle lisseuse, la tranche de béton progressait avec régularité. Une fois la travée décoffrée, c'était la mise en tension des câbles de précontrainte. D'abord les câbles transversaux de la dalle proprement dite. Puis les câbles longitudinaux des poutres nervures. De leur barque, les pêcheurs suivaient, semaine après semaine, l'avancement de l'ouvrage. Au nord vers Fos, comme au sud vers la Véra, le viaduc prenait sa forme définitive. De part et d'autre de la passe, à 50 mètres de haut, les tabliers jumeaux dressaient leur silhouette. Il ne restait que ce hiatus central juste au-dessus de l'eau, cette porte d'espace large de 300 mètres. Au pont, ils ont plié de côté, ils ont oublié le milieu. Pour moi, ils ont oublié des piles. Hein. Je crois qu'ils vont mettre un pont en fer. Et avec quoi ils te mettent un pont en fer? Ah, ma foi, je sais rien, moi. C'est l'acier qui allait achever la liaison. Un tablier d'acier en 3 éléments, assemblés à terre et transportés un à un au pied du viaduc. Ce n'étaient pas des colis ordinaires, avec leurs 100 mètres de longueur et leur poids respectable de 700 tonnes. Aussi était-ce avec 1000 précautions qu'on les chargeait sur les barques de transport et que les remorqueurs, conscients de leur responsabilité, les halaient à toute lenteur à bon port.
À Martigues, où l'on est pourtant habitué à voir défiler les convois exceptionnels transportant des éléments entiers d'unités de raffinage, on n'avait jamais vu aussi gros. Le troisième colis, le plus gros, le dernier à faire le voyage, fut le tiers central du tablier de métal. Sur le quai Verminck, proche du viaduc Nord, les ateliers provisoires de la Compagnie française d'entreprises métalliques s'affairaient à sa réalisation. Sur l'aire de préfabrication, la structure devait être assemblée puis soudée pièce à pièce. Étant donné les dimensions de cet élément et la nécessité de l'ajuster rigoureusement aux deux autres, précautions et contrôles techniques de réglage étaient multipliés. Puis, les équipes de soudeurs intensifièrent leur action dans un crépitement éblouissant d'étincelles. Avant de quitter les ateliers du quai Verminck, la structure d'acier subissait une dernière toilette entre les mains des sableurs et des peintres. Il s'agissait maintenant d'accomplir l'ultime voyage, de franchir les quelques centaines de mètres qui séparent le chantier d'assemblage du site du viaduc. Là, les deux éléments latéraux attendaient. On achevait de les apprêter en fixant sur leurs flancs les encorbellements latéraux. Glissée, poussée, soutenue, la dernière pièce de l'assemblage géant n'était déjà plus sur la terre ferme du quai Verminck, mais pas encore vraiment en mer. Certes, à sa troisième répétition, la technique d'embarquement était vraiment au point. Chacun connaissait son rôle dans la manœuvre. C'est le temps qui ne se prêtait pas à l'opération. On attendit ainsi, en équilibre sur les barges, que les conditions météorologiques soient favorables. Elles le furent un petit matin à l'aube. Le vent avait cessé, le ciel était dégagé, la mer plate. Et la cérémonie du bref et délicat voyage maritime vers l'entrée de la passe de Caronte fut rééditée. Un balai de remorqueurs empressés, des barges d'une docilité à toute épreuve, cette longue armature d'acier sombre glissant imperceptiblement sur l'eau calme. Le dernier trait d'union entre les deux rives de la passe rejoignait son emplacement. Mais il fallut encore bon nombre d'opérations et de manœuvres pour l'amener juste là où il fallait pour que tout fût correct. Lacés entre ces éléments latéraux, réglés, ajustés, la structure centrale leur était définitivement réunie par boulonnage et par soudure. 300 mètres de tablier d'acier qui allaient constituer pour Martigues le chambranle de la porte du large. Comme on dit, tout était à pied d'œuvre. Mais le plus délicat, c'était de hisser ce tablier à 50 mètres au-dessus de l'eau. De Martigues, on voyait bien les hommes du chantier installer deux hauts portiques de part et d'autre de la passe. On voyait bien qu'ils mettaient en place aux extrémités des viaducs d'accès les deux abouts du tablier. Mais comment ferait-il? C'était le sujet des conversations. Dormir bastante à la relever. Tu te rends compte? Oh, Capelane, bonsoir. Attends, je vais en tirer une, hein. Et avec quoi va le monter ce pont? Avec un moulinet?
Ah, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je passerai pas là-dessous quand tu le montes, hein. Non, non, non. Allez, pointe, hein. C'était simple. Ils avaient conçu un ascenseur géant à crémaillère. 2 plateformes coulissantes entre les montants verticaux des portiques de hissage. De solides broches alternativement bloquées et débloquées maintenaient l'ensemble après chaque palier franchi, des paliers de 90 cm. Chacune des plateformes supérieures supportant le tablier d'acier était soulevée par 4 vérins de 500 tonnes. Des visées régulières permettaient aux techniciens de contrôler l'état des portiques et de mesurer la flèche du tablier. D'un portique à l'autre, distant de 200 mètres, les postes de commande situés sur les plateformes réglaient la montée en parfaite synchronisation. Une liaison téléphonique établie entre les responsables de chacune des 2 plateformes leur permettait de commander simultanément, palier par palier, chaque mise en action des vérins. Terminé, parti pour le 5. Les extrémités du tablier avaient été lestées pour obtenir une flèche centrale admissible. Le guidage était assuré par un ensemble de roues à pneumatiques circulant sur le flanc des piles. Entre les paliers successifs de montée des 2 plateformes, l'introduction et l'enlèvement des broches, les mouvements des vérins, les opérations duraient environ 90 minutes. Plus de 40 fois, le cycle s'est reproduit. À chaque fois, 90 minutes et 93 cm d'altitude. Voici le détail d'une des dernières manœuvres. C'est terminé, parti pour la 8. Les vérins vont atteindre leur totale extension. Après avoir rendu la plateforme supérieure solidaire des portiques par la mise en place de ces broches, on libère par l'opération inverse la plateforme inférieure. Les écrous de sécurité sont remontés manuellement. Les vérins à double action, utilisés en sens contraire, rapprochent en la soulevant la plateforme inférieure de la supérieure. Quand les vérins sont en fin de course, on fixe à nouveau la plateforme inférieure au portique par l'intermédiaire des broches. La plateforme supérieure est alors libérée et une nouvelle montée commence. Au nord comme au sud, l'opération se déroule de façon identique. La prise de vue accélérée qui annule le facteur temps n'a cependant manqué aucun des mouvements qui ont composé cette ascension. Maintenant, le tablier d'acier rejoignait les tabliers de béton des 2 viaducs d'accès. Le viaduc existait. Et c'est sans aucune cérémonie que le premier pétrolier à franchir la passe, libéré de ses encombrements provisoires, est passé sous cet arc de triomphe d'un nouveau style. Tout n'était pas terminé. Le tablier métallique devait encore recevoir ses appuis définitifs.
2 béquilles d'acier. La première béquille était livrée au soudeur. Et avant que les portiques de levage du tablier soient démontés, la deuxième béquille était mise en place. Après avoir croisé Gibraltar, c'était la fin de son voyage maritime depuis l'usine CFEM de Rouen, où elle avait été construite. Articulée sur sa rotule, solidement appuyée sur son massif de fondation, elle était progressivement hissée à son tour, puis soudée au tablier. Il ne restait qu'à mettre le viaduc à l'épreuve de force. Une armada de poids lourds à pleine charge s'avança lentement et vint se ranger en bon ordre sur la double chaussée autoroutière à 50 mètres entre ciel et terre. Techniciens et appareils de mesure enregistraient le comportement de l'ouvrage et notamment des joints au point de raccord entre viaduc de béton et viaduc de métal. L'ouvrage de Martigues a été étudié non seulement pour un usage normal et pour résister au vent, mais également pour encaisser l'onde de choc d'éventuels séismes. Des contrôles soigneux ont été effectués sur les niveaux. Au terme de cet examen de passage, le viaduc était déclaré bon pour le service. Il démontre maintenant son utilité incontestable dans une région où les communications sont vitales. Fruit de conceptions hardies, de solutions ingénieuses et d'un dur labeur, il démontre aussi que ce qui répond aux exigences de la fonction répond également au canon de la beauté.